C'est vous, oui, vous qui financez le Rendez-vous Tech. Les auditeurs sont les seuls à avoir le pouvoir de faire avancer l'émission. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Alexis Anctil, Nicolas Chinaud, Marion Agé, Simon et Willis Jasper qui ont décidé de mettre un petit peu de sous de côté pour cette émission qu'ils apprécient. Merci à vous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission non pas bimensuelle mais hebdomadaire où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On écume toutes les news, on écume tous les blogs, on lit toutes les informations et toutes les analyses pour vous en tirer la substantifique moelle et vous la livrer de manière, j'espère, assez distrayante pour que vous ayez envie d'écouter toutes ces histoires qui pourraient vous sembler ennuyeuses autrement, de Huawei dont le dirigeant ou la dirigeante se fait arrêter au Canada, sur ordre des États-Unis pour des questions d'espionnage politique et de cyberguerre. Ça, c'est, à vrai dire, je décris ça comme ça ferait presque le scénario d'un film de Jason Bourne, mais donc c'est pas si ennuyeux que ça. Mais on a aussi d'autres choses dont on va vous parler, évidemment, Apple, Facebook, la Freebox dont on a un petit peu parlé la dernière fois, des choses un petit peu plus positives aussi, comme Intel et une intelligence artificielle qui aide les gens à mobilité réduite, etc., etc. Mais pour commencer, il faut évidemment présenter mon co-animateur, un journaliste de charme et de talent, à savoir Cédric Ingrand, qui se joint à moi pour cette émission. Comment ça va, Cédric ? Salut Patrick, tu as raison, c'est de l'information, mais c'est aussi un peu du divertissement. Oui, non, mais voilà, En fait, la frontière est assez ténue entre les deux, et je crois qu'il ne faut pas transformer l'information en divertissement, mais qu'il faut savoir la présenter de manière divertissante. Ça s'appelle la vulgarisation, hein, c'est un métier. Hein, oui, c'est ça. Non, et puis en plus, tu vois, une petite plaisanterie de qualité de temps en temps, ça aide à faire passer la pilule de l'entrée en bourse de Uber et de Slack, par exemple. Des problèmes du directeur financier de Huawei, oui, clairement. Voilà. Et bien justement, commençons avec ça. Le directeur financier ou la directrice financière de Huawei qui s'est fait arrêter au Canada, visiblement sur ordre des États-Unis, pour des raisons qui sont pas tout à fait claires et qui pourraient être différentes des vraies raisons qui motivent cette sorte de guerre commercialo-politique que se livrent les États-Unis et la Chine. Est-ce que toi, tu peux nous aider à y voir plus clair sur ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé surtout ? Parce que c'est quand même... Enfin, c'est un événement. Huawei est l'une des plus grosses sociétés du monde de tech au niveau tech grand public, mais aussi et surtout dans l'infrastructure réseau. Bien sûr. Et certainement une société très importante en Chine. Le fait que, d'une certaine manière, les États-Unis l'arrêtent lors d'un passage, c'est presque une déclaration de guerre. Enfin, ça paraît important comme nouvelle. Oui, mais c'est pas le premier round. Hein. C'est-à-dire que les Huawei, on le sait, alors ils font des smartphones tout à fait remarquables, surtout les dernières générations, c'est incroyable. Mais de l'autre côté, surtout, c'est un géant de l'équipement télécom. C'est-à-dire que c'est eux qui vont installer les BTS, c'est-à-dire les bornes mobiles qui vous permettent de vous connecter, tout l'équipement qui va derrière, le routage et le reste. C'est vraiment un géant, hein, avec Ericsson, avec d'autres, mais c'est un géant chinois. Donc évidemment, dès qu'on parle de géant chinois, on se pose quelques questions. Il y a un précédent qui est celui d'un autre géant chinois qui s'appelait ZTE et qui lui avait eu des problèmes avec l'administration américaine justement parce qu'il avait des routeurs qui avaient tendance à appeler à la maison une fois de temps en temps. Parce qu'évidemment, si vous avez la main sur l'infrastructure télécom d'un pays, même en partie, c'est quand même vachement intéressant pour des raisons, je sais pas, d'intelligence économique, de stratégie au sens très très large. Donc oui, parce que tu l'évoques sans le préciser exactement, mais la peur qui est agitée par le gouvernement américain et à laquelle se joignent d'ailleurs d'autres responsables d'autres pays, dont l'Union européenne, c'est que les équipements de Huawei qui proviennent évidemment de Chine sont d'une certaine manière, pas hackés, mais enfin inclus des éléments matériels et logiciels, et ou logiciels, qui permettent
au gouvernement chinois de s'en servir pour espionner, désactiver, entraver le fonctionnement des... Parce qu'on Oui, est, on est toujours dans un conditionnel extrêmement important, parce que si par exemple, on va prendre ça à toute petite échelle. Imagine demain, tu t'achètes un routeur Wi-Fi pour la maison. Imaginons que tu aies un doute, que tu te dises, mais ces gens sont-ils honnêtes? Est-ce que par hasard, ils seraient pas en train de détourner des données chez moi ou de détourner mon trafic, etc. Tu as des outils pour le vérifier. Tu peux voir à qui le routeur parle, pour ainsi dire, en temps réel. Donc ça, c'est facile de faire un peu de recherche sur ce que fait un matériel. Alors c'est quand même, on peut sourire un peu, parce que il faut dire que pendant des années, prenons un autre géant de l'équipement réseau, prenons Cisco par exemple. Les routeurs de Cisco étaient couramment détournés par la NSA avant leur livraison pour leur injecter un firmware maison qui lui appelait bien à la maison et permettait en gros de créer une backdoor dans des grands réseaux d'entreprise. Donc en gros, quand les Américains disent oh Huawei fait des trucs terribles, ils savent exactement de quoi ils parlent. Oui, sauf que il faut quand même préciser que dans ce cas, c'était une interception dont Cisco n'était pas au courant. Alors que là, il travaillerait Huawei, si c'est avéré juste et exact, Huawei travaillerait en bonne intelligence, c'est le cas de le dire, avec le gouvernement chinois. Donc il y aurait une collaboration qui serait beaucoup plus poussée. Et disons que c'est dur quand tu es un géant chinois de ne pas collaborer avec ton gouvernement. Voilà, non mais c'est ça, c'est de là que vient la préoccupation. En gros, c'est la base de la crainte. Mais il faut dire quand même que, attention, on n'a pas d'exemple. Hein. C'est ça le truc. On n'a pas de précédent, il n'y a rien. Tout ça est extrêmement... Et on n'arrive pas à les repérer. On pensera évidemment à l'histoire dont on a parlé il y a quelques semaines de matériel qui aurait été modifié avec des micro-puces sur les cartes mères que Bloomberg avait sorti et pour lesquelles Apple et d'autres avaient appelé à une rétractation, et on n'a pas eu de résolution sur cette histoire. Ça pourrait faire penser à ça, mais le truc c'est que si c'est vrai... disons qu'on a des raisons d'en douter. Et si c'est pas vrai, c'est évidemment préoccupant de voir que peut-être pour des raisons de conflit économique, les États-Unis et d'autres font planer le doute sur le matériel de Huawei s'ils n'ont rien fait de mal. Mais d'un autre côté, si c'est vrai, c'est extrêmement préoccupant. Il y a effectivement une question. Et là, on parle plus de gens qui espionnent vos données personnelles. On parle de la possibilité de désactiver une infrastructure, l'infrastructure d'un pays. Dans le cas, il y a plein de cas de figure où ça pourrait être utile au gouvernement chinois, qui sont improbables, mais qu'il faut quand même pas inviter, même si c'est improbable, parce que ça serait catastrophique. Et c'est cet aspect catastrophique, si c'est vrai, qui fait que il est difficile de ne pas le prendre en compte, même sans preuve définitive. Ouais, c'est là où je suis embêté, parce que j'ai l'impression qu'on reproduit des schémas qui sont des schémas de la guerre froide, tu vois, The Russians are coming. Sinon que la Chine a des vues expansionnistes en termes économiques, mais la Chine n'a pas envie d'envahir les États-Unis. Enfin, tu vois, donc bon, pourquoi pas. Non, mais ça coûte rien d'avoir un backdoor sur les réseaux. Ça coûte rien d'avoir un backdoor sur les réseaux pour le cas où, tu vois. Alors si, attention, ça coûte. La preuve. C'est que pour Huawei, le faire irait à l'encontre totale de leurs intérêts économiques. Parce que si par hasard, un jour, de fait, on découvre qu'il y avait quelque part une backdoor sur un équipement réseau majeur de Huawei, ce serait la fin de Huawei en tant qu'équipementier. Oui. C'est-à-dire que qui l'achèterait? Et c'est là quand même qu'il faut rappeler le truc, c'est que tout ça se passe sur fond d'une guerre économique entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, sur ces équipements télécoms. Et du coup, c'est quand même extrêmement gênant de voir les Américains et les Européens qui disent oui, quand même, c'est pas très clair votre histoire. Mais vous avez des exemples? Non, pas vraiment. Mais je sais pas, je trouve pas, c'est pas clair. C'est pas clair. Mais d'un autre côté, les audits qui ont qu'on a essayé de faire sur le matériel Huawei a été, alors encore peut-être qu'ils sont corrompus et qu'ils disent des choses qui ne sont pas vérifiées. Mais les auditeurs, ou en tout cas l'auditeur anglais, a dit désolé, avec les accès que vous nous donnez, on ne peut pas confirmer, même quand Huawei dit allez-y, venez, regardez tout, le type a dit non, on peut pas, c'est pas un accès suffisant, on n'a pas assez d'informations, on peut pas affirmer qu'il n'y a pas de modification du matériel qui pourrait être dangereuse. Donc on est vraiment, je veux pas que les gens se disent
Ah oui, mais c'est les États-Unis qui essayent de faire du mal ou d'utiliser ces dégâts à la réputation de Huawei dans le poids de leur guerre commerciale, enfin comme poids dans leur guerre commerciale avec la Chine. Et je veux pas non plus que les gens se disent ah mais évidemment les Chinois ils veulent espionner les gens, ils sont comme si ils espionnent déjà leur population machin. Parce que réellement de toutes les analyses de tous les gens qui connaissent et qui comprennent que j'ai lu et entendu, personne n'arrive à dire avec certitude, ou même pas avec certitude, avec comment dire, un petit peu d'assurance qu'on est dans un cas ou dans l'autre. Donc vraiment, on ne sait Ouais, mais pas. c'est quand même c'est de la difficulté de prouver un négatif. C'est vrai, oui. Je peux prouver, tu vois, par A plus B, ce que tu as fait samedi dernier à 20h. Je peux pas prouver ce que tu n'as pas fait. C'est très compliqué. Mm. Et alors, du coup, arrive l'histoire de la directrice financière de Huawei, pour ajouter un peu à la confusion, qui donc se fait arrêter au Canada à la demande des États-Unis. Il y a une demande d'extradition, mais pour quelque chose qui n'a rien à voir. C'est Qui n'a ça. rien à voir, mais qui est quand même extrêmement important, qui est l'histoire des sanctions américaines contre l'Iran. On sait, Donald Trump ne croit pas au fait que l'Iran veut pas poursuivre son programme nucléaire contre l'avis de tout le monde, hein, mais c'est pas grave, il est habitué à être contre l'avis de tout le monde. Et donc, il a relancé un programme de sanctions. Ça emmerde tout le monde, et pas seulement l'Iran, parce que si tu es une entreprise et que tu fais du business avec l'Iran, tout à coup, les États-Unis sont un pays totalement où tu deviens immédiatement persona non grata. C'est terrible, par exemple, pour toutes les banques qui font, qui font du business avec tout le monde. Tout à coup, on dit ah non, si tu as la moindre opération en Iran, en gros, si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Et il y a eu des précédents avec des banques qui se sont pris des milliards de dollars d'amende. Je crois même qu'il y a une banque française, si mes souvenirs sont bons. Et donc ça, cette histoire-là au Canada, c'est la suite de ça. Alors, détail qu'en est pas un, c'est que la CFO, donc la directrice financière de Huawei, est aussi la fille de son fondateur. C'est ça. Donc, C'est la fille de son fondateur et elle a fait un passage par l'armée de la République populaire de Chine. voilà, Donc il comme y a tout le monde. aussi cet aspect. Comme tout le monde. Mm. Mais il faut dire que Huawei, en plus, est une entreprise extrêmement atypique quand on s'y attarde un peu. Moi, j'ai pensé longtemps que c'était une société d'État. C'est pas du tout le fait. C'est pas du tout ça. C'est une société privée dans laquelle l'essentiel du capital, je crois que c'est 97%, est détenu par les employés. Avec une structure totalement bouleversante quand tu connais plutôt des structures de grandes sociétés à l'occidentale. C'est-à-dire que je ne sais pas aujourd'hui qui est le CEO de Huawei et ça n'a aucune importance parce qu'il va être en poste pendant 6 mois et pas plus. En gros, les employés qui sont propriétaires nomment un conseil d'administration et le conseil d'administration définit la stratégie et ce qu'il y a à faire. Et puis, il nomme un CEO, donc un PDG, mais qui va être là que 6 mois pour être sûr qu'il ne touche pas à la stratégie. Il est juste là dans un rôle d'exécutant. Enfin, c'est là-dessus, on est dans une société qui a quoi, 170 000 employés, si mes souvenirs sont bons. Et ils investissent à la chinoise, c'est-à-dire absolument massivement sur la R&D. On voit les résultats avec la qualité de leurs smartphones. On le voit moins avec le côté équipementier télécom, parce que c'est des équipements qui sont dans des armoires auxquels vous n'accéderez jamais. Mais là aussi, il se passe des choses. Et tout ça arrive évidemment à la veille du moment où tout le monde va devoir rééquiper ses réseaux pour passer à la 5G. Donc, il y a quand même, c'est Ça sent pas bon, quoi. ouais, l'environnement est quand même un peu, voilà, tout ça sort pas de nulle part. Donc voilà, elle risque d'être extradée aux États-Unis, mais ça n'a rien à voir encore avec les soupçons éventuels qui pèseraient sur les équipements télécoms de Huawei. C'est juste une histoire de guerre commerciale entre les États-Unis et même pas l'Iran, mais c'est juste l'histoire des sanctions américaines contre l'Iran. Effectivement. Et donc la personne en question s'appelle Meng Wanzhou. Et il semblerait qu'elle ait présenté il y a une histoire de subsidiary qui n'est pas un subsidiary, mais une société, une filiale. Et en fait, elle aurait mal présenté une société fille de Huawei de manière à ce que certains investissements aient pu être possibles alors qu'il travaillait avec l'Iran. Et donc, il y aurait quand même une présentation, on va dire, malhonnête de quelque chose. C'est pas juste Huawei. Il y a eu une déception dans ce qu'on lui reproche, en tout cas. Ensuite, à voir si elle sera une tromperie. Voilà, merci. Oui, parce que et peut-être une déception aussi. Tu vois, certaines personnes pensaient faire des investissements sains et en fait, non. Bon, bref. Non, mais la complication des sanctions, c'est que par exemple, même si, imaginons, tu es une PME française, tu n'as aucun intérêt aux États-Unis et tu as un marché en Iran, je sais pas, tu vas aller faire de la maintenance d'ascenseur, peu importe. Si par hasard ton marché, pour faire simple, il t'est payé en dollars, boum, tu tombes sous le régime des sanctions.
Mm. Donc c'est quand même extrêmement compliqué de faire quelque sorte de business que ce soit avec l'Iran. Je ne sais pas comment fait Air France par exemple, mais je crois qu'Air France a arrêté ses vols d'ailleurs pour Téhéran. Bon, donc voilà pour cette histoire bien compliquée, effectivement, à laquelle j'espère que vous verrez un petit peu plus clair. C'est vraiment une sorte de roman politico-thriller, et c'est vrai que cet aspect que tu as évoqué à la fin de l'équipement 5G est déjà chamboulé parce qu'il y a de nombreux pays qui choisissent au minimum de ne pas autant s'équiper en Huawei qu'ils auraient pu le faire, et puis parfois de tout simplement décider de ne pas du tout s'équiper en Huawei. Il faut Mhm. quand même préciser en conclusion que les États-Unis ne sont pas les seuls à mettre cette pression sur Huawei. On a Oui, entendu des voix de l'Union oui. européenne, de pays de l'hémisphère sud. Donc c'est pas entièrement les États-Unis, ce qui ajoute, à vrai dire, encore plus à la confusion qu'autre chose. Parce que si c'était juste les États-Unis, on pourrait se dire, oui bon, ça va, il y a quand même de fortes chances que ça soit simplement un moyen de pression, quoi. Bon, écoutez, avançons dans nos différents sujets avec une petite pause quand même pour vous parler de Patreon et pour vous dire que cette émission est entièrement financée par Patreon. Je sais que vous connaissez le sujet et que vous connaissez le système. Je vais donc être très très court pour vous dire que vous pouvez tout choisir, vous pouvez tout contrôler. Vous décidez combien vous donnez, pour combien d'épisodes vous donnez et pour combien de temps vous donnez. Donc, si vous appréciez l'émission, passez sur patreon.com/rdvtech et faites partie de cette communauté formidable de soutien de l'émission qui sont un petit peu les premiers sur le premier rang des auditeurs et envers lesquels je suis évidemment incroyablement reconnaissant. Parlons maintenant de la Freebox qu'on avait évoquée, la Freebox Delta qu'on avait évoquée la semaine dernière, juste au sortir de la conférence de Free avec Cédric, avec l'autre Cédric du Rendez-vous Ah, Tech, Cédric Bonnet. Et donc on en avait parlé, on avait en gros les grosses infos, mais peut-être pas certains détails, comme par exemple le fait on avait mentionné le fait que Netflix était offert et que c'était sans doute une version HD. En fait non, c'est la version essentielle qui est la version de base qui est en SD, mais bon, c'est quand même une chose offerte. Il y a des informations qui sont ressorties sur les frais d'installation, les frais de résiliation, etc. On a l'impression que du coup Netflix, Free est en train d'aller chercher le haut de gamme et même clairement, ouais. de créer un haut de gamme avec un abonnement et une box qui sont, je dirais, stratégiquement des offres premium. Ce qui m'amène peut-être à deux questions. Est-ce que Free a l'ADN pour faire du premium là où ils sont plutôt si t'as Free, t'as tout compris, hé, hé, le petit malin qui trouve les bonnes astuces. Et puis bien sûr, ils ont besoin d'argent. C'est la fin du free uniquement bon Oui. marché et qui va permettre peut-être de financer leur infrastructure un petit peu mieux. Toi, tu étais à la présentation. Avec Mhm. cette semaine de recul, est-ce qu'il y a des choses que tu retiens plus particulièrement, des conclusions auxquelles tu arrives? Bah, je comprends. Enfin, le pourquoi la Freebox Delta, pourquoi un forfait plus cher, pourquoi agréger tellement de technologies et de services dans une seule offre. Ça, c'est limpide. De fait, c'est pour arriver à monter en gamme et à faire monter le revenu par abonné. Ce dont Free a besoin, parce qu'évidemment, il se retrouve face à des concurrents qui maintenant n'hésitent plus à casser les prix. Donc, c'est plus son seul atout. Il avait un atout technologique, mais il se passe quand même pas mal de choses du côté des box. Donc, ils étaient forcés quand même de taper assez fort parce que il y aura de toute façon un effet tête de gondole, même pour les gens qui prendraient des box plus simples et des forfaits moins chers. Maintenant, évidemment, ça nuit à la lisibilité. C'est-à-dire que pendant des années, on était habitué à dire, voilà, Free, c'est 30 balles, et puis voilà. Puis tu as une box, et il y a la télé, il y a le téléphone, et passons à autre chose. Et du coup, Xavier Niel se moquait gentiment des gens qui faisaient du couscous boulette, tu vois, qui te rajoutaient une offre, un machin, un bouquet télé, un bouquet de trucs, et puis un peu de machin, et puis voilà. Bon, bah, du coup, il a fallu qu'il apprenne aussi la recette du couscous boulette, même si le sien, c'est le couscous royal, là, quand même. Hein. Là, c'est merguez, agneau, boulette, tout ça, nickel. Hein. Le service est nickel. Enfin, et apparemment, ça t'est servi très très vite, mais il est un peu plus cher qu'avant, il faut le dire. Bon, mais c'est vrai que bon, elle fait envie cette box quand même. Elle fait vraiment envie. Enfin, Mais c'est après, un moi, truc qu'on j'ai fait évoquait, les gens qui seraient clients de la box, est-ce qu'ils n'ont pas déjà ces matériels? C'est une bonne question que j'ai posée plusieurs fois cette semaine dans des Mhm. papiers, des sujets, en disant bon.
Si vous avez déjà un super routeur Wi-Fi de la mort, un NAS à la maison, un abonnement Netflix, etc., peut-être que finalement, cette offre-là, elle n'est pas faite pour vous. Alors, vous pouvez faire le choix de la prendre ou pas, parce qu'il y a quand même des choses qui ne fonctionneront qu'avec la Freebox Delta, comme le 10 gigabits ou l'agrégation de la DSL et de la 4G si tu n'as pas la fibre. D'ailleurs, cette agrégation, il y a des rumeurs selon lesquelles elle arriverait chez Orange avec le show Hello qui est dans quelques... C'est mercredi. C'est dans quelques jours, quelques heures. Oui, ouais. vraiment, dans 48 heures, nous saurons tout. C'est ça. De fait, ça a dû quand même de toute façon leur mettre un peu le feu. Je ne sais pas ce qu'ils comptent annoncer à l'heure qu'il est, mais oui, il va être tentant de faire des annonces, même si c'est juste des effets d'annonce. Il va falloir raccrocher un petit peu les wagons, sauf s'ils ont des annonces de tout autre ordre. Sur, je sais pas, le mobile ou autre chose, hein, on sait pas. Le truc du show Hello, donc de la conférence d'Orange, c'est que c'est un truc qui est d'ordinaire. Alors, ils ont un peu changé la périodicité, maintenant c'est avant Noël. En gros, ils font une grosse conférence par an pour te raconter toute l'actualité de l'année à venir. Et parfois un peu de l'année suivante, parce que les choses prennent du temps. Mais, donc on va voir. Donc, tu as souvent des annonces qui ne sont pas forcément extrêmement datées. C'est genre, et cette année, vous verrez aussi ceci. Très bien, mais ça sort quand? Alors que là, c'est vrai que Free a fait sa conf au moment où il sortait la Delta, donc c'est pas mal. Mais oui, de fait, c'est pas donné. Et du coup, il y a beaucoup de gens... Enfin, je me dis, cette Freebox, elle est peut-être intéressante pour certains qui sont pas les super geeks, pas les monsieur et madame tout le monde, mais ceux qui sont entre les deux et qui se disent la sécurité c'est intéressant, la domotique ça me plaît bien mais c'est compliqué à mettre en place, là c'est une offre tout en un, peut-être. Le truc c'est que Free, leur ADN c'est pas le service qualité super plus à la Apple quoi. Ils ont intérêt à développer leur service client, à avoir du... parce que les trucs... il y a quand même... On parle d'Orange et évidemment c'est le gros... encore le plus gros opérateur aujourd'hui, j'ai l'impression quand même dans la population, quand tu dis je veux un truc de qualité, pas de qualité, mais un truc avec lequel je veux pas m'emmerder, tu dis plutôt je vais aller chez Orange, ça va aller. Et s'il y a un problème, oui, je vais attendre un peu en boutique, mais au moins ils vont le corriger. Free, c'est un peu tu te démerdes quoi. Donc je sais pas s'ils vont y arriver. Le problème, c'est que on est tous en train de faire comme ça des études un peu anecdotiques, c'est-à-dire que tu n'entends parler que des gens qui ont des problèmes. Il n'y a plus, je pense, chez Free des problèmes systémiques qu'il y a eu sur le service client, mais ça, c'était il y a très très longtemps. Donc, je ne peux te dire que de manière anecdotique que moi, j'ai une connexion fibre depuis 4 ans et demi, 4 ans, chez eux et que j'ai jamais eu le moins de soucis. Je connais même pas le numéro de la hotline, j'ai jamais eu à l'utiliser. Là, je vais l'utiliser peut-être pour migrer, mais alors je vais attendre un peu parce qu'il y a quand même les frais de migration. Et que, en gros, tu en payes moins si tu es un client fidèle, donc abonné depuis 8 ans. Et donc, évidemment, le lendemain de la conf, je suis allé sur le site pour dire je veux migrer vers Delta. Et on m'a dit, très bien, ce sera 149 €. Mais non. Oui, mais c'est ça les mauvaises surprises dont on a. Mais non, mais je suis un client fidèle. Je me suis aperçu que mon abonnement datait du 15 décembre 2010. Donc, il faut que j'attende le 15 pour payer un peu moins cher. D'accord. Je sais pas si je donc, au final. € ou 100 ou peu importe. Au final, stratégiquement, c'est quelque chose d'intéressant pour toi. C'est une réussite pour Free ou il est trop tôt pour le dire peut-être, mais... Moi, je sais pas. Honnêtement, pourquoi est-ce que je migre ? C'est une super question. En fait, peut-être qu'il faut. Tu sais pas. La pose. Je ne sais pas. Si, mais c'est le côté shiny de dire j'ai une connexion fibre à 10 gigabits, mon pote. D'accord ? À 10 gigabits. Oui, sauf que là aussi, on a vu que la 10 gigabits, il faut évidemment, c'est logique, mais il faut qu'ils upgradent leur matériel derrière aussi. Donc, c'est pas pour tout de suite, quoi. Ah bon ? Désolé. Non, peut-être que toi, tu sais, parisien bourgeois, tu es déjà dans les zones qui... Je suis déjà banlieusard et ça va pas s'arranger. Ah, d'accord, bon. Alors, attends. Oui, alors j'ai vu le débit montant passe à 400 mégabits. Bon, en même temps, quand on te disait c'était 1 gigabit synchrone, je me souviens pas avoir fait des uploads à 1 gigabit non plus. Ça dépend quand même du serveur qu'il y a de l'autre côté. Oui. Mais, et de fait, il y a des histoires de connectique parce que c'est pas de l'Ethernet 10 gigabits. Enfin, bon, bref. Mais t'as raison. En fait, j'ai déjà un NAS, j'ai déjà j'ai un système de sécurité sans fil, mais il faut que je le pose.
Mais c'est surtout que tu J'ai vas déjà passer de Netflix. 30 € à 60 € si tu inclus la location de la box. Ouais, mais tu passes pas C'est vraiment de 30 €. Ma dernière facture, c'était 39 €. d'accord. Et puis en Euh, plus, tu as une petite réduction sur l'abonnement Netflix, machin. Oui, bon. Ouais, voilà. Bon, Mm. oui, c'est pas mal le kiosque, hein, c'est bien d'avoir un kiosque, hein, accès à toute la presse en fait. C'est pas mal. Et puis, je D'accord. sais pas ce qu'il y a d'autre, mais et puis bon, quand même, c'est le Freebox Player, cette enceinte de Vialet. Moi, j'ai envie de l'entendre, même si j'ai des Sonos. Donc en fait, Ouais, mais comment tu la poses, ce truc triangulaire à côté de ta télé? Il faut pas la mettre de côté parce que tu sais, c'est toutes ces questions qu'on s'est pas posées à l'origine qui, une fois retombées du Reality Distortion Field c'est ça. de De Xavier Xavier Niel. Niel. Mm. Non, Bon. c'est vrai. C'est le problème du couscous boulette, quoi. Mm. Si tu voulais juste un peu de semoule, des merguez et des légumes et pas trop de sauce, c'est peut-être pas de ça il te fallait peut-être pas la totale. Mais quand même, Bon. non. Moi, pour l'avoir vu et touché, elle fait envie. Et en tout cas, ils ont pas raté leur coup. C'est-à-dire qu'on Oui. attendait une box qui déchire et dans l'ensemble, c'est une box qui déchire. De fait, elle déchire. Très bien. Bon, écoute, merci pour ton retour. Est-ce que on peut parler un petit peu d'Apple quand même, parce que ça fait quelques épisodes qu'on n'en a pas parlé, mais on va en parler un petit peu en bien et puis un petit peu en mal. En mal d'abord, enfin en mal. En fait, on s'en fout, mais il semblerait que nous ayons la confirmation que leur dernier téléphone et en particulier l'iPhone XR ne se vendent pas si bien que ça, puisqu'on entend de toutes parts des rapports selon lesquels l'équipe marketing est sur le branle-bas de combat, met en place toutes sortes d'opérations et de mise en avant de l'appareil, des choses qu'ils n'ont jamais fait, comme par exemple, ils encouragent les gens à aller acheter un iPhone XR sur la page de l'App Store. Il y a des réductions importantes pour l'échange d'iPhone vers un iPhone XR, etc., etc. Et de ce qu'on entend, l'équipe a été instruite de se mettre vraiment au travail sur le marketing pour cet appareil spécifiquement. Donc, les rapports selon lesquels les ventes de l'iPhone XR en particulier, mais sans doute des modèles plus haut de gamme aussi, seraient décevantes, semblent se confirmer, ou en tout cas, on a plus d'indices qui vont dans ce sens. Ouais, c'est toujours très compliqué parce que, comme je dis souvent, le seul qui ait une vue globale sur tout, sa chaîne d'approvisionnement, les ventes et le reste, c'est Apple. Non, bien sûr, mais Euh, enfin là, t'avoueras que ça fait quand même beaucoup d'indices à la je sais pas, suite, non? ils ont dit que c'était leur téléphone qui se vendait le mieux. Oui, mais Et ils c'est l'ont la dit manière de publiquement, présenter les hein. choses. Ils ont dit, c'est depuis qu'il est sorti, c'est notre téléphone qui se Oui, vend le mieux, mais c'est aussi le moins voilà. cher par rapport à des téléphones qui étaient sortis un mois avant. C'est un petit peu le genre de truc, le genre de cas où je vais pas dire, je suis pas très fan de l'idée, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'ils veulent, mais on peut toujours présenter Surtout les quand on les choses d'une donne pas, hein, manière. Oui, non, mais c'est ça. C'est notre téléphone qui se vend le mieux. Qu'est-ce que Hmm. ça veut dire? Votre autre téléphone Oui. récent, il est sorti un mois plus tôt, il est 300 € plus cher. Oui, je sais Non, pas mais si je peux. Chez Apple, il y a des gens qui savent bien écrire, qui savent C'est très ça. très bien écrire. Tu sais, il y a souvent des phrases que tu entends dans les keynotes et où tu te grattes la tête en disant attends, mais quand et tu t'aperçois que, par exemple, la phrase commence par In our opinion. Ah, c'est une Ouais. opinion. Alors c'est bon. On va pas se reprendre sur les faits. Mais en tout cas, je pense ils ont beaucoup beaucoup d'espoir pour ce téléphone. Et puis en plus, c'est Noël et c'est un chouette téléphone de Noël, même s'il est quand même, enfin, Hmm, c'est un truc un peu cher à mettre sous le sapin. c'est sûr. Mais voilà, Oui, c'est peut-être que celui qui a la l'idée est de le meilleure chance d'être un beau pousser, cadeau de Noël. ouais, de le pousser encore plus plutôt que ou peut-être un peu des deux. Peut-être qu'il y a aussi des ventes, un petit peu décevantes, mais c'est juste, ils se sont dit, ah, c'est notre occasion de là en faire quelque chose de plus significatif. Quelque chose de plus positif, en tout cas un produit qui a connu plus de succès, c'est des produits qu'on n'attendait pas forcément, les AirPods. J'ai l'impression qu'on a des rumeurs un petit peu toutes les 2 semaines sur ces AirPods. Alors aujourd'hui, l'état des rumeurs, qui viennent quand même de Ming Chi Kuo, qui est l'analyste spécialiste d'Apple qui a généralement Mhm. raison, c'est que le prochain modèle arriverait... pardon, ça on en avait déjà parlé, je voulais dire plutôt, Google et Amazon... pourraient sortir des concurrents aux AirPods en 2019 et donc Apple pourrait ajouter des capteurs pour la santé aux AirPods et les lier un petit peu plus à l'Apple Watch. On en parle de Mhm. temps en temps, mais il faut avouer que les AirPods c'est un peu
Je le disais, on les attendait pas vraiment. Quand ils ont été présentés, je crois que tout le monde s'est dit « Ah bon, ok, peut-être ». Et tous ceux qui les ont utilisés plus d'une demi-heure se sont retrouvés complètement conquis. C'est mon cas aussi. Et aujourd'hui, on les voit absolument partout. Moi, j'en parlais, je les ai récupérés au moment de la sortie. Et j'essayais de prêcher la bonne parole à tous ceux qui étaient autour de moi, et qui ne me comprenaient pas parce qu'ils étaient absolument éberlués par l'air débilifiant que j'avais avec ces trucs dans les oreilles. Mais il n'empêche, aujourd'hui, c'est devenu un produit hyper populaire. On en voit partout, en tout cas Oui. dans Paris et dans les capitales que je fréquente. C'est un produit qui a énormément de succès. Il n'est pas très surprenant de voir que Google et Amazon voudraient... Enfin, Amazon peut-être un petit peu, mais en tout cas Google voudrait des vrais compétiteurs, même si on a déjà Bien vu des sûr. modèles qui n'étaient pas très convaincants. Bien sûr, Samsung a fait les siens, Huawei a fait les siens, enfin ils sont Xiaomi aussi, je crois. Mais c'est une affaire de goût parce que les concurrents sont souvent livrés, tu vois, avec plein d'embouts différents pour les adapter à la forme exacte de ton oreille. Apple, ils ont décidé qu'il y avait une forme d'oreille et que voilà, c'était très bien comme ça, mais ça c'est très Apple. Du coup, moi j'en ai beaucoup essayé, j'en ai porté pendant quelques semaines et non, ça avait tendance pas forcément à me tomber des oreilles, mais j'avais toujours peur que ça me tombe des oreilles. Alors que mon épouse, par exemple, elle adore les siens et quand elle part et qu'elle les oublie à la maison, c'est une crise, quoi. Et donc, moi, je serais ravi de voir la nouvelle version. Je ne sais pas s'ils vont toucher au design proprement dit ou s'ils vont juste intégrer de nouvelles fonctions à l'intérieur. Moi, j'aimerais bien voilà, qu'on puisse les customiser un tout petit peu pour que ça me tienne mieux dans les oreilles. Il y a, pour expliquer aux gens qui n'apprécient pas enfin qui connaissent pas cet appareil, bien sûr, vous le savez, c'est des écouteurs sans fil, mais des vrais écouteurs sans fil qui n'ont aucun fil, et c'est ça qui change tout en fait. Il y a plein de gens qui disent ah bah oui, des écouteurs Bluetooth, je connais. Il y a des très bons écouteurs Bluetooth. Alors la qualité du son est pas incroyable, mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont minuscules. Ils ont le design génial de cette boîte dans laquelle on les range, qu'on se glisse dans la poche et qui les recharge. Donc on a besoin de les recharger vraiment, même avec une utilisation relativement fréquente, une fois par semaine, et ça suffit. Et c'est le fait, il y a des écouteurs Beats ou ce genre de choses qui ont un petit fil qui passe derrière les oreilles ou derrière le cou, sur la nuque. Et ben même ça perd l'un des immenses avantages des AirPods. L'avantage, c'est qu'ils sont complètement libres. Et le fait de ne pas avoir un fil où que ce soit, ça vous libère vraiment. Donc, je pense que c'est ça qu'apprécient les gens qui les utilisent. Bref, on Oui, tout à n'en a fait. pas Et encore puis vu la la fin. recharge dans le Dans le petit boîtier, oui. tout ça. Non, tout Pour ça, moi, tout c'est le ça est très bien meilleur fait. produit Apple de ces 5 dernières années. C'est le Rien que design ça, est intelligent, c'est utile, ça fonctionne bien, bref. mieux que la montre. Ah oui, largement. D'accord. Largement. Pour moi, hein. Ah, parce que vous savez, moi j'ai refait ma religion sur la montre. Mais, Ah oui, d'accord. bah, Moi j'en ai acheté une, mais je m'en sers toujours pas laquelle, la énormément. dernière? Oui, oui, la dernière, la Ok, 6. ben, moi voilà, les précédentes avaient quand même tendance à finir au tiroir au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que ça y est, je suis parti en voyage, j'ai oublié le chargeur, c'est mort. Et la dernière, bah non, la dernière, j'accroche pas mal. J'utilise pas tout dessus, mais les quelques fonctions que j'utilise sont quand même pas mal, à bon escient. C'est bien fait, et puis l'écran plus grand, et puis tout ça. Quelles sont les Euh, fonctions du coup que tu utilises? des trucs bêtes, hein, comme par exemple dès qu'il y a un truc qui est en train de jouer à partir de ton téléphone, que ce soit de la musique sur l'autoradio, que ce soit un clip YouTube que tu es en train de regarder sur la télé au travers de Chromecast, bah, tout à coup tu peux régler le volume directement sur la montre ou même faire pause ou arrêter. C'est quand même pas mal pour dire aux enfants, c'est fini le dessin animé, bim, maintenant vous venez Ah, manger. Enfin, tu vois, non, mais c'est des choses bêtes, hein, mais qui tout à coup vont te rendre service parce que au moment où tu en as besoin, bah, t'as pas besoin d'avoir ton smartphone dans la main. je comprends. Bah, une autre fonctionnalité qui arrivera peut-être un jour en France et qui a été lancée aux États-Unis et qui a visiblement déjà sauvé quelques vies, c'est la fonction d'électrocardiogramme qui est maintenant disponible aux États-Unis. C'est pas le cas chez nous, mais ça, encore une fois, quand on parle de capteurs dans les AirPods, d'électrocardiogramme dans la montre et de cette news suivante que je veux évoquer, on se rend compte à quel point Apple se dirige vers la
la santé et veut faire de la santé une de ses activités importantes. Ils avaient racheté une société qui s'appelle Bedit, qui est une société qui fait un capteur qui va suivre votre sommeil. Ils les avaient rachetés en 2017, donc l'année dernière, et leur nouveau capteur, le Bedit Sleep Monitor, va arriver dans les Apple Store et fonctionner avec iOS pour $150 aux États-Unis. C'est toujours sous la marque Bedit, donc ils n'ont pas vraiment intégré le produit à leur écosystème, mais il n'empêche que je ne serais pas du tout surpris de voir ce genre de choses arriver bientôt sous la marque Apple peut-être, ou en tout cas à être plus mise en avant chez eux, et peut-être que ça devienne le suivi du sommeil soit intégré à leurs efforts de santé. Ça serait pas si surprenant. Ouais. Je suis toujours un peu circonspect sur les sleep monitors, sur les trucs qui surveillent ton sommeil, parce que c'est un peu comme les compteurs d'activité qui vont te dire tu as fait 7800 pas aujourd'hui, et qui vont quand même tendance à voir sur la longueur à te dire régulièrement que tu as fait à peu près la même chose, parce que ta vie est ainsi faite. Peut-être que le dimanche tu fais du sport, donc tout à coup tu vas faire 12 000, mais sur le sleep monitor ça va être un peu pareil. Tu vas pas forcément révolutionner ta vie autour de ce que va te dire le sleep monitor, parce que tu le sais si tu dors bien ou pas assez, ou plus ou moins, etc., sauf dans des cas un peu extrêmes. Mais aller acheter quelque chose de plus, je pense qu'il y a un petit effet raclette sur ce genre de truc, c'est-à-dire que tu dis ah ça y est, je vais enfin bien dormir, je vais savoir pourquoi je me serais réveillé fatigué. Non, parce qu'il va te donner des données des datas qui vont être quand même assez cohérentes dans le temps, et qui au bout d'un certain temps vont arrêter de te rendre des services. Donc c'est intéressant comme service ou comme fonction implicite d'un autre appareil, par exemple la Watch ou par exemple autre chose. Maintenant, ceux qui l'ont tenté en sont un peu revenus. Je me souviens de WeThings, qui a encore d'ailleurs ça au catalogue, ce truc que tu mets sous ton matelas et qui arrive à faire un monitoring. T'imagines un truc qui arrive à faire un monitoring de ta fréquence cardiaque au travers du matelas, etc. Bon, c'est intéressant, mais je doute qu'au-delà de quelques semaines, tu sois surpris par ce que tu trouves comme data le matin. Je me demande si Apple, justement, qui a peut-être des moyens plus importants qu'une société même comme WeThings, ne pourrait pas se servir de ces choses-là pour avoir un petit peu plus d'impact, signaler quand il y a des problèmes. Enfin, je ne sais pas, mais leur ampleur étant plus considérable, peut-être que eux réussiront à aller plus loin que simplement te dire vous êtes réveillé 4 fois aujourd'hui. Oui, et après, je fais quoi? Oui, c'est que lui, par exemple, oui, tu as parfaitement raison. Eux pourraient, par exemple, le mettre en relation avec les données d'activité ou de santé ou voilà, que tu récoltes sur la Watch, sur le smartphone, le temps passé sur tes écrans, etc., etc. Moi, j'ai été surpris que quand WeThings était à vendre, donc pour la seconde fois, Apple ne se soit pas mis sur les rangs, parce qu'en plus, je dévoile pas de secret d'État, hein, ils se connaissent très bien. Un jour, j'étais sur le stand de WeThings à CES et puis en train de parler à Cédric Hutchings, encore un autre Cédric, qui est l'un des fondateurs, et arrive un monsieur aux cheveux gris, charmant. Je regarde son badge, il a un nom, je me suis dit, un nom, tu vois, normal, très américain, et avec, alors il avait un blouson, je crois, Stanford, ou un petit sac à dos Stanford, et d'ailleurs sur son badge, il y a marqué Stanford University. Et Cédric Hutchings me dit, attends, excuse-moi, je te laisse une minute parce qu'il faut que je lui parle. Ah, très bien. Et il va le voir, et il revient, je dis, c'est un ami à toi? Non, c'est le patron des activités de santé d'Apple. Ah, très bien. Donc j'ai été étonné parce qu'en plus, dans l'éthos de la marque, du design et du reste, ça cadrait pas mal. C'est des appareils en plus qui sont déjà en vente dans tous les Apple Store. Et je pense que ça aurait pas été dispendieux pour Apple de le racheter. Donc s'ils l'ont pas fait, c'est qu'ils estiment que c'est pas eux de le faire. Donc tout va bien. Moi, on est ravis que les fondateurs aient repris WeThings à Nokia. C'est que WeThings soit revenu dans le giron national. Parlons justement un petit peu de choses, non pas justement parce que c'est pas le giron national, mais ce sont des choses qui font avancer le monde, et je pense que cet événement va effectivement faire pousser un ouf de soulagement à l'ensemble de notre nation, puisque il semblerait, selon mes informations confidentielles, que un certain Cédric Ingrand ait reçu un mail l'informant qu'il peut enfin commander sa Tesla. Dis-nous, comment as-tu vécu cette expérience exceptionnelle?
Écoute, j'avais un peu la chair de poule. Parce qu'il faut dire que le Non, mais modèle tu 3, l'attends. moi, je... On plaisante, mais c'est vrai que tu nous parles de Tesla depuis longtemps. C'est quelque chose qui te fait voilà. très envie et que tu attends depuis longtemps, surtout le Donc c'est modèle la 3. modèle Mais... 3, hein, parce que moi j'ai un salaire de journaliste, hein, et déjà, Oui, enfin déjà, bon, il y en a une voilà. bonne partie qui va partir dedans, j'imagine. Voilà. C'est-à-dire que c'est plus la voiture à 40 000 qu'à 100 000. En fait, moi, je m'étais levé très tôt le matin, un beau matin de mars 2016, le 31 mars, c'est-à-dire la veille de la conférence de presse où Elon Musk devait dévoiler la Model 3, pour aller à leur concession de Chambourcy et leur laisser 1 000 € pour avoir le droit de pré-réserver ma Tesla. Et depuis, on attendait beaucoup. Alors, ils ont été très transparents sur le fait qu'ils allaient commencer par livrer les États-Unis et le Canada, en commençant par la côte ouest, puis la côte est, puis machin, puis l'Europe, ça y est. Les Anglais seront servis en dernier parce qu'il faut changer le volant de côté. Bien fait. Ça vous apprendra. Et donc, quand enfin, ils envoient des mails régulièrement. Depuis le premier jour, j'ai un petit dashboard avec un login mot de passe sur le site Tesla où il y a une image d'une Model 3 avec marqué la Tesla de Cédric. Mais pour l'instant, la seule chose qu'il y avait, c'était un numéro de série. Et donc, quand arrive enfin le mail disant ça y est, vous pouvez configurer votre Tesla Model 3, ça fait plaisir. Alors, pour l'instant, évidemment, ils font comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils commencent par ne proposer que les modèles haut de gamme. C'est-à-dire avec 2 moteurs, la plus grosse batterie et le reste. Donc, premier prix, 53 500 €. Du coup, je vais attendre. Hein. Mais et alors, il y a un truc qui m'a quand même un petit peu dégonflé mon enthousiasme, c'est que j'ai fait un copier-coller du mail sur Twitter, etc. Et quelqu'un m'a dit: ah bah oui, moi aussi je l'ai reçu, mais moi je l'ai commandé le 14 novembre dernier. Elon Musk, Ah, la déception. Mais du j'espère que coup, tu as une explication à me donner. pour expliquer un petit peu aux gens qui n'ont pas forcément suivi ces histoires de Tesla, et puis l'excitation qu'il y a autour du modèle, qu'est-ce que c'est que ce modèle 3 et pourquoi est-ce que tellement de gens sont aussi l'attendent avec tellement d'impatience? Bah, plusieurs raisons. La première, c'est tous les gens qui avaient très envie d'avoir une voiture électrique voilà, qui donne envie, quoi, mais qui n'avaient pas forcément 100 000 € à mettre dedans. Parce que pour l'instant, ils avaient sorti 2 modèles qui étaient le Model S, ce grand coupé sportif très chouette, enfin, au-delà de très chouette, enfin, qui est un truc. Enfin, il y a un effet de cliquet une fois que tu as fait un tour dedans, c'est-à-dire que d'abord tu te dis ma prochaine voiture, c'est impossible que ce soit un moteur thermique. Et ma prochaine voiture, j'aimerais vraiment que ce soit une Tesla, avec son immense écran au milieu, etc. Bon. Mais le problème, c'est qu'évidemment, c'était très cher. Ils ont sorti le Model S et le Model X, qui était la même base, mais plus une espèce de 4x4 absolument énorme, mais qui n'a pas une tête de 4x4, donc bon, un peu entre les deux, avec ses portières en aile de mouette, là, enfin bon. Sublime, mais là aussi, moi je me suis amusé un jour sur le configurateur à dire bon, et si je faisais un effort financier majeur, et à 125 000 €, je me suis arrêté. J'ai dit non, c'est pas possible. Je pourrais pas défendre le dossier en interne. Ça va pas être possible. Mais alors du coup, moi j'ai la chance de connaître un peu des gens chez Tesla et de pouvoir en emprunter de temps en temps, soit pour faire des sujets, etc. Et c'est vrai que le jour où je suis arrivé à la maison avec une Tesla Model X avec les portes qui s'ouvrent en mouette, elle était rouge en plus et que je l'ai ouverte devant les yeux d'Oscar qui à l'époque avait à peine 5 ans. Là, tout à coup, j'ai marqué des points quand même, mais énorme. Un truc huge. Le comité Donc, familial a tout à coup vu un de ses membres se rallier à ta cause. Malheureusement, ouais, c'était mais pas un disons, membre fondateur, donc. c'était la parfaite intersection de mes envies et de mes besoins, parce que j'ai besoin de place, parce que j'ai plein d'enfants. Mhm. Mais par contre, il n'y avait pas d'intersection avec mon budget. Ça, je l'ai cherché, je ne la trouvais pas. Du coup, D'accord. quand Elon Musk, il y a 4 ans, plus de 4 ans, a dit ça y est, nous allons pouvoir offrir le modèle 3, parce qu'en gros, la stratégie de Tesla, il l'a écrite depuis le début en disant c'est simple, c'est une fusée à 3 étages. La première, c'est qu'il faut apprendre aux gens que les véhicules électriques ne sont pas des voitures de golf. C'est-à-dire, on va commencer par faire une voiture qui fait envie, et il avait fait le petit Roadster sur base un peu de Lotus Elise. Ils en ont vendu quelques milliers, pas plus, mais tout à coup, voilà une voiture électrique qui allait très vite, qui était agréable à conduire, etc. Le deuxième étage de la fusée, c'était Model S, Model X, c'est-à-dire de faire des voitures de luxe, très sûres, avec beaucoup d'autonomie, faciles à utiliser, etc., plus intelligentes que les autres. Super, mais très cher. Tout ça au service du développement d'une berline normale, j'ai envie de dire. Et ça, c'est le modèle 3. Ça fait la taille, en gros, d'une BMW série 3 ou d'une Audi A4, enfin d'une berline familiale normale, mais ça va beaucoup plus vite.
Lui explique que tout simplement, il ne sait pas faire des voitures qui vont lentement. C'est évidemment 100% électrique, mais ça a de l'autonomie. Il n'y a plus rien sur le tableau de bord, il n'y a plus qu'un grand écran central quasiment et quelques commandes autour du volant. Moi, je me suis déjà assis dedans. J'ai jamais pu la conduire encore, mais je suis déjà assis dedans. C'est vrai que quand tu es habitué au paradigme habituel de l'automobile, c'est assez confondant. Et la promesse, c'est d'arriver à faire un modèle qui va coûter 35 000 euros avant les primes écologiques diverses qui varient par pays. Donc, ça veut dire qu'en France, on peut espérer l'avoir à moins de 30 000 euros. Et moins de 30 000 euros, tout à coup, c'est bouleversant. C'est-à-dire que c'est un truc qui peut bouleverser le marché assez rapidement. D'abord parce que du jour au lendemain, tu vas voir tous les VTC qui vont passer à ça, parce que tout à coup, ils n'auront plus de diesel à payer. Je dis pas que ça va régler les gilets jaunes tout de suite, hein, mais on sent qu'on est bien du côté de la solution, avec en plus la dernière version, et après je m'arrête, de l'autopilot qui est en version 9 et qui là commence à faire des choses absolument bouleversantes. D'ailleurs, il commence à parler du fait effectivement que il pourra bientôt prendre les ronds-points, les feux rouges, ce qu'il fait pas encore l'autopilote, mais donc on Pour se l'instant, dirige l'autopilote, on va dire, il est fait pour l'autoroute ou les grandes routes sans feu rouge, donc ça marche très bien sur le périphérique. Et il dit que oui, ils sont déjà en train de bêta-tester des fonctions pour arriver à gérer les feux rouges, les stops et les ronds-points. Et ça a l'air de rien, mais les ronds-points, t'imagines en software ce que c'est de gérer le rond-point, parce que bien sûr. c'est à ta voiture de savoir quand est-ce qu'il faut y aller, quitte à prendre un peu de personnalité pour dire bon chérie, je t'ai vu, mais quand même maintenant j'y vais, d'accord. Donc ça on attend, mais ce sera après ça arrivera comme une mise à jour d'iPhone. Et alors dernière chose, et après j'arrête sur Tesla, j'ai découvert dans les dernières 24 heures qu'il se passe quand même quelque chose en France. Qui va régler le problème de plein de gens qui auraient envie mais qui n'ont pas les moyens de sauter le pas. J'ai vu qu'il y a des banques, une en particulier, j'ai aucune attache avec eux mais je les cite quand même, c'est la BNP, qui ont un prêt automobile spécial pour les voitures vertes, c'est-à-dire les voitures qui émettent moins de 20 grammes de CO2, en gros certaines hybrides et surtout les 100% électriques. Ils font un crédit à 1%, enfin même à 0,99%, que tu peux pousser jusqu'à 9 ans. Donc, c'est-à-dire que, imaginons que tu mettes 25 000 euros pour payer ta Tesla. Ça veut dire qu'à la fin des 9 ans, déjà, tu auras payé, je sais pas, 230 euros par mois. Et ton crédit en totalité, c'est-à-dire les intérêts, les frais de ton crédit, le coût de ton crédit, au bout de 9 ans, ce sera 1 000 euros. Tout à coup, ça va quand même permettre à plein de gens de passer à l'électrique assez rapidement. 1 000 euros, ah oui. Non, mais enfin, c'est pas possible que 1 000 euros. Oui, sur 9 ans. Oui, donc ça paraît un calcul Ça, étrange. c'est le mais coût du crédit. C'est-à-dire que, oui, je comprends, bien sûr. les 25 000 euros, tu paieras 26 000, tu auras payé 26 000 euros au lieu de 25. Oui, bon, très bien. Effectivement, ça peut en motiver certains. D'ailleurs, c'est complètement anecdotique, mais j'ai pris un Uber il y a quelques jours et j'ai beaucoup discuté avec le chauffeur. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le font quand vous passez dans un Uber, mais il m'expliquait que donc lui il avait une Leaf, une Nissan Leaf, dont Uber payait une partie, qu'il avait pris en leasing sur 2 ans. Alors évidemment, ça coûte très très cher à payer sur 2 ans, mais il payait genre 1 millier d'euros par mois. Mais là, c'est un outil de travail pour lequel les coûts sont calculés. Et il ne paye pas l'électricité puisqu'il passe beaucoup de temps à l'aéroport et que là-bas, il y a des bornes de recharge rapides qui rechargent le truc en 40 minutes. Il a aussi des bornes de recharge ici et là qui ne sont pas payantes. Et du coup, il réussit à s'en sortir. D'ailleurs, j'ai l'impression, entre parenthèses, que la question du conflit avec les Uber est vraiment réglée. Maintenant, ça pose plus trop de problèmes. Ils sont acceptés, ils ont leurs règles, etc. Ouais. Et lui, donc, travaillait sur plusieurs apps en même temps, mais il me disait, étant donné que le gros problème des Uber, et ça, c'est un truc que j'avais constaté par moi-même avant, c'est pas lui qui m'en parlait, mais le gros problème, c'est que beaucoup de conducteurs étaient obligés de louer une voiture à un loueur, enfin pas un loueur, une société qui louait des voitures aux chauffeurs Uber, et évidemment les frais étaient hyper importants, et donc il s'en sortait pas. Lui, en prenant sa voiture, en partie payée par Uber et en leasing, et sans avoir besoin de payer d'essence, évidemment, il me disait que ça marchait hyper bien, hyper facilement, et qu'il était hyper content, quoi.
Moi, tous les chauffeurs à qui je parle, il y en a plein qui me disaient, mais je leur demande souvent un peu de but en blanc, mais vous gagnez combien? Très Oui, clairement. moi aussi, c'est la Voilà. question que je Et, pose. et souvent, c'est quand même des montants aberrants, et pas dans le bon sens, hein. Travaillent comme des fous pour arriver à dégager 1 200 € par mois, 1 100, 900 parfois. Et donc, quand ils vous expliquent que par semaine, leur note de gazole, c'est 200 €, oui, tout à coup, pour eux, le passage à l'électrique, ça se discute même pas. C'est-à-dire que Hmm. c'est quelque chose qui va se faire très vite et je pense le plus vite possible. Donc, oui, attendez-vous à voir plein de Model 3 et puis d'autres, hein, parce qu'il y a d'autres voitures qui vont arriver dans les rues assez rapidement. Bon, voilà donc pour Tesla et les véhicules électriques. Parlons un petit peu de Facebook, tiens, pour lequel il se passe des choses un petit peu inquiétantes. On va parler d'Australie avec des backdoors inquiétantes aussi. Alors, Facebook a interprété une loi américaine qui s'appelle, en fait, deux lois tournées en une, qui s'appellent FOSTA et SESTA. C'est des lois qui sont censées protéger les gens contre Le harcèlement sexuel? pas le harcèlement, Ah bon. l'esclavage, le trafic. Ah oui, le trafic, oui, le trafic d'accord. Le sexuel. trafic d'êtres humains, oui. Trafic, voilà. Et le truc, c'est que cette loi était quand même assez mal écrite et met la responsabilité. En fait, elle annule le safe harbor qui dit que les hébergeurs de sites ne sont pas responsables du contenu qui est posté par leurs utilisateurs. Alors on sait qu'il a été plus ou moins mis à mal, ce principe, par différentes lois et différentes autorités au cours des années, mais là, les hébergeurs de services et les hébergeurs de sites sont responsables de ces trafics et de tous comment dire, toutes les euh, dérives illégales qui pourraient avoir lieu sur leur plateforme. Alors on peut se dire, ok, c'est le genre de loi compliqué parce que si on exprime des doutes par rapport à la mise en place, tout de suite on a l'impression qu'on est en train de dire ah oui mais donc vous êtes pour l'exploitation sexuelle des jeunes femmes. Non, c'est pas du tout ce qu'on dit. Mais là, mettons ce débat à part. Facebook a mis à jour ses conditions d'utilisation pour expliquer qu'il était désormais interdit d'exprimer un certain nombre de choses et de dire un certain nombre de choses sur leur service, et c'est pas une plaisanterie, de mettre des commentaires suggestifs, comme par exemple ah je veux passer un bon moment cette nuit, genre wink wink, clin d'œil, si c'est à caractère sexuel, de l'argot sexualisé, et je vais vous passer tous les détails, mais c'est du même acabit. Et ça va jusqu'à le fait d'exprimer ses préférences sexuelles. Alors on parle de fétichisme, de rôle sexuel, de state of arousal, donc de dire je suis super excité, etc. Ouais. Et ça va jusqu'à le fait d'exprimer sa préférence sexuelle. Genre, si je dis, bah moi je suis hétéro, moi je suis homo, moi je suis machin, c'est aujourd'hui, alors peut-être qu'ils disent ça pour se couvrir, pour pouvoir retirer les contenus qui contiendraient ce type de choses, mais enfin, même dans ce scénario, moi je comprends pas comment on peut interpréter la loi qui a été votée, même si c'est une mauvaise loi, de manière aussi large. Enfin, sincèrement, j'ai du mal à comprendre, et Dieu sait qu'on a des problèmes avec Facebook, mais enfin là, je suis positivement éberlué. Le fait de ne pas pouvoir exprimer sa préférence sexuelle sur Facebook, en tout cas sur le papier, selon ces règles, qui ne seront sans doute jamais appliquées, parce qu'en plus c'est impossible à appliquer. C'est terriblement inapplicable. Mais c'est quand même... Enfin, je sais pas, moi, je sais même pas quoi en penser tellement je suis éberlué, quoi. Oui. Est-ce que c'est juste pour dire, regardez, on a fait un effort de manière préemptive, parce qu'évidemment, c'est inapplicable. Donc je pense c'est juste un coup un peu stratégique de leur part pour dire bah oui mais enfin regardez, au moins on aura fait un effort et du coup on pourra fermer les comptes de gens qui l'auraient fait, etc. Mais parce qu'évidemment Facebook peut pas mettre quelqu'un derrière l'épaule de chacun de ses 2,3 milliards d'utilisateurs pour dire non, cette photo là alors peut-être pas. Donc
Ouais, je sais pas. J'ai pas vraiment d'opinion, sinon qu'évidemment, ça sort de nulle part. Mais ouais, c'est pas le genre de choses auxquelles on a été habitué. Et puis en plus, il y a toujours la question de dire quoi et puis à qui, parce que est-ce que c'est juste en chat, est-ce que c'est dans un post à quelques-uns de tes amis proches, ou est-ce que c'est évidemment dans un post public et partageable, auquel cas ça peut poser d'autres questions. Mais ouais, c'est difficile de tracer la limite. Enfin non, en vrai, c'est pas très difficile de tracer la limite entre ce qu'est une discussion entre amis, entre amants, entre ce que tu veux, et ce qui est du proxénétisme ou un appel à des relations tarifées. Mais c'est plus dur pour un algorithme de le faire. Mais ouais, là, je sais pas. Enfin, Surtout c'est bien. que... Donc c'est bien. On est content. Il y a des règles. Bon, elles seront difficiles à appliquer, Oui, non, mais c'est à part a surtout que posteriori. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que là, ils vont tellement plus loin que ce que demande la loi, qui parle encore une fois d'exploitation sexuelle, que je comprends pas ce qui les a poussés à aller aussi loin. Là, on est vraiment dans quelque chose qu'il est difficile de ne pas qualifier d'incroyablement excessif. Donc, bref, il est possible que l'histoire de Tumblr qui supprime le contenu érotique et pornographique ait aussi à voir avec cette loi. D'une certaine manière, il y avait... on sait que il y a beaucoup de travailleurs sexuels, de travailleurs de de prostituées qui utilisaient certains réseaux sociaux et certains outils en ligne pour vendre leurs services. Tu l'évoquais rapidement tout à l'heure. Bon, ensuite, est-ce que c'est autorisé, enfin, est-ce que c'est moral ou pas, c'est un débat qui est sans fin, mais ce qui est sûr, c'est que quand on leur retire cette possibilité, ils ou elles sont généralement poussés vers des lieux encore moins mieux famés de l'Internet. Enfin bref, ça c'est un autre débat, mais peut-être que ça aussi... C'est passé avec la fermeture de, comment ça s'appelait, Backpage ou un truc comme ça, qui était une sorte de, comment ça s'appelle, flûte, ce grand site d'annonces américain, ça me revient. Oui, c'est celui auquel je pense aussi. Voilà. Backpage était un peu apparemment la version Craigslist. un peu, voilà. Mais Craigslist, j'étais en train de faire des palpitations. Longtemps, Craigslist a été connu pour ses annonces de rencontres qui étaient apparemment souvent tarifées, et Backpage s'était fait une spécialité de ce genre de choses. Et moi, je me souviens avoir écouté un très long podcast, mais je sais plus lequel c'était, qui raconte après la fin de Backpage, et qui avait fait parler des prostituées en disant mais le problème c'est ça, c'est qu'au moins on avait un endroit assez sûr pour gérer nos transactions. Et maintenant, c'est un peu comme si on se retrouvait à la rue dans tous les sens du terme. Et bon, je précise encore une fois, si ça, c'est un débat qu'il est intéressant d'avoir, on va, avec Facebook, encore plus loin sur une question qui est juste confondante, quoi. Parlons un tout petit peu de l'Australie et de sa loi qui vient d'être votée. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une loi qui permet au gouvernement et aux autorités de surveillance et de police de demander les contenus d'un appareil, même quand ils sont chiffrés. Ce qui fait qu'on reparle encore de questions de backdoor. Est-ce qu'elles sont implémentables sans qu'elles ne tombent dans les mains de personnes non recommandables? Et tous les experts disent, à partir du moment où vous mettez un accès dérobé sur un appareil ou dans un service, au bout d'un moment, il arrivera dans les mains de quelqu'un qui ne devrait pas l'avoir. Voilà. Mais ce qui est vicieux avec cette loi, c'est que si je l'ai bien comprise, elle dit les constructeurs doivent nous fournir les contenus qu'on demande, qu'ils soient chiffrés ou non. Et après, vous vous démerdez. Donc, il n'adresse pas du tout la question de la backdoor et de comment l'implémenter. Mais évidemment, le seul moyen, ça serait d'implémenter ce type de backdoor. Sauf que les constructeurs, j'imagine, ne vont pas vouloir faire des appareils différents pour l'Australie. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont juste arrêter de vendre en Australie? J'en sais rien. Je ne sais pas si la loi arrive... Mais pas seulement les constructeurs, mais il y a aussi tous les développeurs d'applications. C'est-à-dire que si tu es WhatsApp, Telegram, même Messenger. Alors j'ai vu des gens qui disaient non mais attendez, il y a peut-être moyen, sans créer de backdoor, de créer quand même... Bon, il y avait un procédé que je trouvais... oui, avec deux paires de clés, enfin une paire de clés. Non, mais un truc un peu moins inélégant que les autres, qui était juste de dire, bon...
Très bien. Imaginons par exemple qu'on rajoute de manière implicite à toutes les conversations une tierce personne qui sera pas, qui sera un compte, qui sera invisible, bien évidemment, et qui permettra, je sais pas, je dis une bêtise, au ministère de l'Intérieur de tel ou tel pays d'aller écouter une conversation entre deux personnes. Pourquoi pas? C'est plus simple que de dire, regardez, il y a un login mot de passe magique qui vous donne accès à tout. Oui, bien sûr, mais du Au coup, à moins, tu peux partir le du moment circonscrire, où mais ce système est mis en place et qu'on peut injecter une personne dans une conversation ciblée, ça veut dire que n'importe qui, entre guillemets, pourrait, si ce système tombe entre les mains de quelqu'un qui est mal intentionné, n'importe qui pourrait voir dans sa conversation ajouter cette personne invisible qui permettrait à quelqu'un de le ah non, mais surveiller. c'est sûr, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument, hein. C'est qu'en plus, évidemment, la tentation après, c'est de le faire NSA style et d'essayer de tout écouter pour, pas Mm. forcément pour ce qui se Oui, mais passe en moi je temps réel, parle. mais pour pouvoir Ouais. y revenir plus tard. Enfin bon, bref, Voilà. l'Australie a voté cette loi. On va voir ce que ça va donner dans les mois à venir, mais ça va être un petit peu être un test a priori de ce type de législation qui sont demandées par certains pays et combattues d'ailleurs par d'autres pays et par Bah, des... ça va être très compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait de la protection du contenu des messages un cheval de bataille. Je Bien pense à sûr. WhatsApp, je pense à Apple avec iMessage, qui vont tout à coup se retrouver avec pour seul choix de se soumettre ou se démettre. Et je pense qu'il y en a qui vont se démettre. Alors pourquoi? Parce que l'Australie, bon, c'est grand, mais c'est pas un si grand marché que ça, et qu'ils auraient probablement plus à perdre à s'y soumettre qu'à Mm. l'inverse. Donc, Oui, c'est pas la mais Chine. Quand la Chine demande quelque chose, tout de suite, on est beaucoup plus prompt Ça, à accepter. hmm, ça dépend, c'est compliqué. Il y a plein de gens qui se sont démis, hein. Ou Google enfin, les plein. premiers, enfin, bah si, plein. Ouais, Mais oui, il y bah, a enfin, alors, Google qui moi, d'ailleurs réfléchit à y revenir. j'ai eu tout un briefing sur le marché chinois. J'ai compris plein de trucs. C'est absolument, c'est absolument à la fois incroyable, merveilleux, un peu flippant, enfin, etc. Si t'es Facebook ou si t'es Google, c'est pas la peine. La Chine, c'est pas la peine d'y aller. C'est pas fait pour toi. Hmm. Microsoft a fait un appel au gouvernement à réguler la reconnaissance faciale. C'est intéressant parce que c'est pas les premiers à dire il faut que la reconnaissance faciale qu'il y ait une législation qui régisse la chose parce que il y a des biais qui peuvent s'installer sur la manière dont les systèmes fonctionnent et qui peuvent mener à de la discrimination, qui peuvent mener à une utilisation non désirable de ce type de technologie. Et je crois que c'est assez notable de voir que les géants de la tech sont maintenant en train de réclamer une législation pour régir la manière dont ils fonctionnent. Alors évidemment, on pourra arguer du fait que Microsoft le fait pour prendre les devants et essayer de faire en sorte que la législation soit à leur avantage, ok, mais il n'empêche, il est tout de même, je pense en particulier pour des pays comme les nôtres où on a l'habitude que le gouvernement prenne peut-être pas les devants, mais en tout cas se fasse pas prier pour légiférer, de voir que une société a besoin d'aller quémander une législation auprès du gouvernement. Ça m'a fait sourire et pas sourire en même temps, on va dire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on arrive à un moment où la puissance des machines et des algorithmes permet de faire des choses qui relevaient de la science-fiction il y a encore quelques années, c'est-à-dire tout à coup reconnaître à la volée des gens passant par centaines devant la même caméra, etc. C'est impressionnant, ça peut être évidemment extrêmement utile. Mais ça pose aussi des questions. Je reviens à l'exemple de la Chine où ça y est maintenant, si j'ai bien compris, tu as des passages piétons où si tu traverses en dehors des clous ou au feu rouge, tout à coup il y a un écran de l'autre côté qui affiche ton visage avec ton nom et Oui, qui dit ça c'est pas bien, ce que Patrick Béja vient de faire, c'est pas bien. Il va perdre des points sur son profil social on et on avait vous invite parlé à, du... et on vous invite à ne pas faire la même chose. Ça y est, ça marche. Oui, oui, ben on en avait parlé effectivement il y a 2 ou 3 semaines de cette question de crédit social en Chine qui est maintenant en train d'être implémentée à Shenzhen. Mhm. Ou non, à Beijing, pardon. Et j'ai été d'ailleurs surpris, je vais le mentionner, j'ai été surpris qu'il y ait plusieurs personnes, pas beaucoup, mais quand même 2 ou 3, qui ont répondu en disant oh mais enfin quand même, c'est quand même pas mal ce genre de système comme Ah mais je ça, peux t'en ça va présenter. pousser Je peux te des... présenter des gens très proches de moi.
mon épouse en l'occurrence, qui était en Chine là, et qui dit bon, là, je comprends, c'est vrai, c'est embêtant, mais quand même, c'est vachement bien. T'en compte, les gens traversent pas en dehors des clous. Enfin, c'est quand même un système de contrôle social extrêmement efficace. J'ai dit, oui, Oui, ça, ah oui, c'est efficace, ça, c'est sûr. il faut reconnaître à la dictature un truc, c'est que c'est quand même un système d'une efficacité redoutable. C'est ça. Au moins, les trains sont à l'heure. Je veux dire, Mussolini, Exactement. il avait des défauts, mais les trains étaient à l'heure. Et c'est pas une Exactement. exagération. Je voudrais préciser quand même, parce qu'on plaisante, mais c'est pas une exagération de dire que ce genre de procédés sont dangereux d'eux-mêmes. Il n'y a pas de garde-fou dans ce genre de régime. Et évidemment, ces systèmes ne sont pas utilisés que pour faire en sorte que les gens traversent dans les clous. Oui, évidemment, dans un système idéal où ça servirait que à s'assurer de la politesse de la population. Ok, peut-être à la limite, pourquoi pas, si on est un petit peu rigide. Mais vous imaginez bien que la Chine ne va pas servir de ces systèmes que pour ça. On a eu, je le mentionnais, l'exemple de la Stasi il y a quelque temps en Allemagne de l'Est. Ils voulaient s'assurer que tout soit dans les clous et pas que les gens qui traversent. Et quand on sait ce que veut dire être dans les clous pour la République populaire de Chine, on comprend bien qu'il ne va pas falloir penser, dire ou faire quoi que ce soit qui n'est pas en bon accord avec les principes du communisme. Et enfin voilà, c'est des choses. Le communisme, comme tu y vas, c'est compliqué maintenant le communisme à la chinoise. Hein, oui, enfin ils sont quand même, ils défendent quand même les principes de la RPC qui est officiellement communiste. Je veux dire, c'est ça qui. Oui, c'est devenu il y avait un nom pour ça, je me souviens plus ce que c'était, mais disons que c'est du communisme de marché, donc c'est un peu particulier. Ça. Oui, mais je veux dire culturellement, on parle des valeurs communistes qui sont défendues par le parti. Évidemment, le marché est un marché qui est beaucoup plus proche du marché capitaliste parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait un truc qui fonctionne. Et peut-être qu'eux ont raison et qu'au final, il faut être tenu par des ficelles et avancer dans la bonne direction tous ensemble comme un seul homme et que l'individualisme finalement n'est pas une bonne réponse. J'en sais rien, mais si il y a peut-être des choses liées au collectivisme qui fonctionnent parce qu'on est dans un pays immense. Il y a un pays que tu connais bien comme moi, c'est le Japon où ça marche un peu pareil. Mais plus basé sur une sorte d'autocontrôle social intériorisé dès la plus petite enfance. Où on marche pas hors des clous parce que juste ça se fait pas, voilà. Et où c'est amusant, je voyais ça la dernière fois à Tokyo, t'as encore quand même des affiches dans le métro sur attention, ne courez pas pour attraper votre train ou attention, mais soyez sympa, ne décrochez pas le téléphone dans un wagon. Ah bah non, on ne mange pas quand on est dans une rame, etc., etc. Et c'est amusant parce que je regarde ça en disant mais on n'est pas très éloigné enfin tu vois je me souviens juste avant les JO à Pékin où ils avaient enseigné aux taxis et à tout le monde qu'il fallait pas cracher dans la rue. Enfin, dans des trucs de pur. Oui, non mais si tu veux, on n'est pas dans le contrôle social, mais c'est amusant parce que c'est un peu la même chose, mais avec des modalités d'application évidemment très différentes. Oui, disons que pour être très très clair, là où ça commence à devenir inquiétant, c'est pas tant pour le fait de marcher en dehors des clous, c'est quand le gouvernement, et c'est pas de la science-fiction, quand le gouvernement commence à décider quel type d'orientation sexuelle on a le droit d'avoir, c'est ce genre de choses. Et c'est là que ça devient inquiétant, parce que ce type de système permet au gouvernement d'avoir un œil absolument partout, de savoir, et de vous envoyer en camp de rééducation s'il estime que vous avez un petit peu trop viré du mauvais côté. Donc, on plaisante. Enfin, les gens qui ont eu cette réaction sont sans doute pas tout à fait, comprennent pas tout à fait. Peut-être qu'on l'a pas assez bien expliqué les implications que peuvent avoir ces systèmes. Mais c'est justement ça qui est inquiétant. Et ils sont une minorité. Mais c'est ça qui m'inquiète, c'est que ne pas se rendre compte du danger que représentent ces systèmes-là, c'est quelque chose que je n'imaginais pas. Pour moi, c'était une évidence. Et d'ailleurs, de l'autre côté, il y a évidemment, ça n'a pas raté, des gens qui sont venus m'expliquer que Facebook, c'est déjà exactement pareil. Enfin, oui, mais non. Enfin, bon, bref. Ah oui, mais non, parce que Facebook va pas t'empêcher de prendre un billet de train. Non, voilà. Et Facebook ne va pas t'envoyer en camp de rééducation. Alors évidemment, si un jour un gouvernement fasciste récupère les données de Facebook, là, ça sera peut-être une autre histoire, mais on parle plus de la même chose. Non, clairement. Parlons de quelque chose de positif, tiens, avec la reconnaissance de visage, la reconnaissance faciale. Il y a une organisation d'aide aux personnes à mobilité réduite, donc des gens qui sont dans des fauteuils roulants, qui a travaillé avec Intel. C'est une association qui s'appelle Whobox Robotics, une société peut-être,
qui a développé le Wheelie Set, qui est en fait un accessoire qui s'accroche à votre chaise roulante et qui va avoir de la reconnaissance faciale, qui va permettre de repérer certains mouvements de votre visage, certaines expressions, comme par exemple si vous faites un bisou, si vous faites un sourire, un demi-sourire, si vous froncez les sourcils, et reconnaître ça et suite à chaque différentes actions, ou plutôt instructions que vous donnez par le mouvement de visage, faire des mouvements avec la chaise qui est motorisée. Donc, vous voulez avancer, vous faites un sourire, vous voulez tourner à droite, vous faites vous froncez des sourcils, etc. Et évidemment, ça peut aider énormément des gens qui sont qui n'ont pas l'usage de leurs bras ou de leurs jambes c'était déjà possible, mais il fallait avoir vous savez, il y a des outils du type une paille qu'on contrôle avec la langue ou la bouche, on pouvait avoir le souffle, voilà, avec le souffle, des boutons qui s'appuyaient sur le front, etc. Là, j'imagine que le confort sera quand même plus important. Bon, ça va pas simplifier les conversations, mais... Bah, une fois que tu es arrêté... Tu souris, pourquoi tu fais la gueule? Mais il ressourit, que veut-il me dire? Canal Play n'est plus de notre monde. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. J'avoue que je ne me suis jamais abonné. Ce qui était intéressant, je crois, dans les déclarations de... Qu'est-ce que je retrouve son nom? Maxime Sada. C'était que on avait vraiment l'impression que c'était Netflix qui était le responsable absolu de tous les maux. Il dit Netflix est dominant, voire monopolistique. Ils sont passés de 800 000 à 200 000 abonnés en 2 ans. Et c'est marrant parce que... Pardon ? De 800 000 à 200 000. 800 000 à 2 millions, c'est ça ? Non, je veux dire Canal Play est passé de 800 000 à 200 000. Ouais. Et... c'est, comment dire, d'un certain côté, c'est vrai que Netflix est une société globale qui a une offre avec laquelle il est difficile de rivaliser, mais d'un autre côté, Netflix, ils sont quand même arrivés, en 2014 en France oui, 15. Ouais. Voilà, 14-15. On a quand même, et ils ont 4 millions d'abonnés aujourd'hui, mais Canal+ avait quand même un certain temps pour réagir à l'internetisation du monde avant 2014, on va dire. Ça, c'est le dilemme de l'innovateur. C'est difficile d'être le prochain quand c'est toi le gagnant de la phase d'avant. Et quand tu as un business model qui s'appuie sur toute autre chose, qui était des abonnements beaucoup plus chers, etc. Ben oui, c'est toujours comme ça. J'ai un petit peu de mal à avoir de la sympathie pour Canal+, qui se plaint maintenant de la puissance de Netflix, quand, ils ont eu 15 ans pour voir les choses venir, et oui, dilemme de l'innovateur. Ce qui est frustrant avec ces questions de dilemme de l'innovateur, c'est qu'on les retrouve tout le temps, partout, encore aujourd'hui, alors que depuis, on va dire, 20 ans, et au moins 10 ans, ou 15 ou 10 ans, je sais pas qui n'en parle pas. On parle de toutes les industries du monde et on répète. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'avais lancé le rendez-vous tech à l'époque. C'était que je me rendais compte que la tech était en train de changer le monde entier et ne se limitait pas du tout à l'informatique, et qu'il était important que les gens normaux aient un accès à ces informations et puissent avoir des analyses sérieuses et profonde sur ces sujets pour se préparer à ces changements. Et je parlais pas que... d'ailleurs, au moment où on l'a lancé, Netflix n'existait pas vraiment. On parlait pas de ciné ou de voitures, enfin, ça touche à tout. Et le fait que certaines personnes feignent de ne pas avoir compris que ça allait arriver m'irrite toujours prodigieusement. Et quand Canal+ va venir dire « regardez, ils sont arrivés en 2014, ils sont monopolistiques », vous aviez 15 ans, les gars, je suis désolé, vous pouvez pas sortir cette excuse. Mais c'est une question de, comment on dit incentives en français, pas de motivation. De motivation, oui. De motivation à agir, le problème. Je vais te citer un exemple, mais je vais pas le nommer. Un grand groupe français, qui est pas du tout un groupe de médias. Totalement autre chose. Mais une immense marque dans son secteur, qui évidemment, comme tous les grands groupes, se disent bon, il faut qu'on arrive à avancer sur notre transformation numérique. Donc, ils embauchent par exemple quelqu'un très bien qui va devenir responsable du
du digital, enfin, tu vois, Chief Digital Officer au sens large, qui hérite d'une place au comité exécutif, etc. Enfin, tout à coup, c'est très important. Et qui donc se démène, fait plein de trucs, lance plein d'initiatives pour arriver à faire rentrer cette immense société dans le 21e siècle. Et pendant ce temps-là, le CEO, le PDG, lui, il fait la tournée des popotes dans le monde entier, parce que c'est quand même une société mondiale, même si elle est française, et il voit tous les patrons de région en disant, alors fais voir tes résultats, ah bah ça c'est très bien, et donc pour la transfo numérique, t'as avancé ou le type dit, oui mais attends, si je fais ça, je remplis pas mes objectifs de chiffre d'affaires. Bon, alors c'est pas grave, on verra plus tard. Bien sûr, non mais je sais, c'est la dictature du trimestre suivant, je comprends bien, mais... Et c'est une vraie dictature, parce que tu es quand même tenu par à la fois ton management, tes actionnaires qui sont même tenus par leur board, etc., qui vont dire oui, non mais t'es gentil, tu me dis faut tout casser pour que dans 5 ans on soit les meilleurs, mais d'ici 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? Bon, et qui ont des employés, qui ont des actionnaires, qui ont quand même voilà, et un rôle à tenir, et c'est très 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 difficile. Regarde, je sais pas, General Motors, enfin... Il y a un moment, on se dit, ces gens vont dans le mur, mais ils sont quand même trop intelligents pour ne pas s'en apercevoir, et pourtant ils y vont quand même. Je dirais peut-être, puisqu'on parle de voitures, j'ai l'impression que l'industrie automobile s'est quand même rendu compte que ça allait arriver et a travaillé à la question de la voiture autonome, la voiture électrique, peut-être que c'est aussi une industrie et des technologies qui prennent beaucoup plus longtemps à arriver, donc ils ont eu un petit peu plus de temps, mais j'ai l'impression qu'ils seront prêts suffisamment en même temps que Tesla et les autres pour peut-être avoir une chance de les concurrencer. Et on pense à Google et etc. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné, mais au moins... Ils sont en train de licencier 40 000 personnes. Hein. Non, bien sûr, mais ils y travaillent au moins, tu vois. C'est pas, et ils y travaillent et on n'y est pas encore. Alors je prendrai que cet exemple-là parce que c'est un super exemple. Parmi les attraits de la voiture électrique, il y a deux choses. Sa longévité, parce qu'on est en train de s'apercevoir que les batteries durent un temps pas infini, mais proche, et que les moteurs alors sont faits... Là, ça y est, je crois que Tesla va sortir des voitures, si ce n'est déjà fait. Enfin, c'est les mêmes moteurs qu'avant, sinon maintenant, ils vont les certifier pour 1 million de miles. Tout à coup, c'est-à-dire que la voiture que tu achètes, qui va être à un prix, là, ça y est, parce que les courbes vont se croiser à peu près comparables à une gamme équivalente d'une voiture à moteur thermique, tout à coup, elle va durer 2 fois, 3 fois plus de temps, avec en plus des coûts de maintenance qui, eux, vont être réduits à la portion congrue, parce que il n'y a plus de vidange, il faut regarder, il faudrait que vous voyiez la taille de ce qu'est un moteur électrique sur une Tesla. C'est comparable à ce qu'on voit ailleurs, hein, mais ça fait la taille, je sais pas, d'une grosse cocotte minute, quoi. J'exagère, mais c'est un peu ça, et ça pèse quelques dizaines de kilos, et il y a quelques pièces mobiles. Tu mets à côté de ça, je sais pas, le moteur turbo diesel de ma Volkswagen, c'est une usine à gaz à côté, dans tous les sens du terme. Donc le coût de maintenance va s'effondrer, parce qu'il y a rien à maintenir quasiment sur une voiture électrique, à part le liquide de freinage et le lave-glace, et puis changer les pneus, le reste, mais ça c'est à peu près normal. Ça, le problème, c'est que c'est une équation qui, si tu es constructeur automobile aujourd'hui, te va pas du tout, parce que tes concessionnaires, ils vont crier au loup, ils vont dire non mais attends, 40% de mes revenus, c'est la maintenance. Oui, non, mais je suis complètement d'accord, mais c'est exactement le dilemme de l'innovateur. Mais tu peux pas voir ça et te dire on ne peut pas y aller parce que quelqu'un va y aller. De toute façon, quelqu'un va y aller. Donc, si c'est toi, enfin, si c'est toi, ça fait mal. Le PDG, ce sera peut-être le problème juste du prochain PDG, pas ton problème à toi. Ouais. Et je sais, c'est terrifiant, mais souvent, c'est quand même des choses qui sont gérées comme ça. Bon, écoute, justement, pour conclure, on peut parler de Uber et Lyft qui vont sans doute se lancer sur les marchés publics en 2019, peut-être même début 2019. Donc, ça y est, on arrive enfin à l'étape IPO, entrée en bourse pour Uber. Ça arrive juste au moment où la récession arrive, ça va être nickel. Mais nickel. Bravo les gars. Écoute, il fallait que le nouveau président nettoie un petit peu les choses. Et il y est plutôt pas mal arrivé. Hein. Uber est maintenant, je trouve, une société, comme je le disais, ils sont plus trop dans les papiers, dans les journaux pour des histoires scandaleuses. Les taxis ont l'air d'avoir accepté la situation. Les chauffeurs ont l'air de s'en sortir plus ou moins, au moins pour certains. C'est peut-être le moment quand même pour entrer en bourse, mais...
Bah, c'est même maintenant ou jamais. Oui, c'est ça. Euh, je vous recommande l'interview vachement bien de Dara. Alors comment c'est Khosrow Jashi, c'est toujours facile à dire. C'est Le ça. CEO d'Uber dans le dernier numéro du Point par mon camarade Guillaume Gralet qui a fait un super boulot. Le dernier numéro du Point, Mhm. est-ce qu'il est En disponible en kiosque. ligne aussi ou uniquement en kiosque? Oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Et puis Slack va entrer en bourse aussi d'ailleurs. Ça, c'est une réussite assez éclair et assez incroyable, hein. Et pourtant, c'est Visiblement. un outil assez simplet Ah bah en fait oui, quand même dans complètement. l'ensemble, hein. C'est pas, Mm. c'est un peu comme si on disait Google Docs va rentrer en bourse. Tu dis ouais, ok, bon, pourquoi pas. Ça vaut 10 milliards. Ah ouais, vous êtes sûr? Sauf Bon, que, comme le rappelle notre ami Jeff régulièrement, le grand truc de Slack, c'est qu'ils ont des utilisateurs qui payent. ils payent. Mais bien Et sûr, voilà. Et c'est bien ça qu'ils sûr. veulent. Donc. Bon, pour conclure très rapidement, évoquer le fait que on parlait des réductions de montants que prenait Valve pour son magasin de jeux en ligne Steam la semaine Mhm. dernière. Eh bien, figurez-vous que quelques heures ou un jour plus tard, Epic Games, le développeur de Fortnite, le plus gros jeu de l'histoire possiblement, ou en tout cas le jeu qui a un énorme succès en ce moment, a annoncé son Epic Game Store qui, lui, ne va nécessiter que 12% des revenus de part qui Ah, ira à l'éditeur, enfin pas à l'éditeur, mais à la boutique, contrairement aux 30% généralement pour Valve avec Steam. Donc on a le premier vrai concurrent qui, à mon sens, va réussir à s'imposer assez bah vite oui, aux côtés de Steam avec cet Epic Game Store, pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas forcément couvrir ici, mais c'est un très très gros coup sur ce marché de la part d'Epic, un coup qu'on n'attendait pas forcément, mais qui est assez admirable. On a déjà vu que certains jeux vont être disponibles en exclusivité sur ce store. Enfin, bref, il est difficile d'imaginer qu'ils ne vont pas réussir à s'imposer, surtout avec les millions et les dizaines de millions d'utilisateurs de Fortnite qui vont déjà évidemment. avoir le store installé sur leur appareil pour jouer à Fortnite. Indispensable. Un jour, je vais me mettre à jouer à Fortnite, c'est promis. Écoute, c'est pas trop mon truc, mais clairement, je ne suis pas jeune C'est ça. et dans le coup. Ça y est, nous sommes vieux. C'est un marqueur générationnel. Par contre, si vous voulez plus d'infos sur les jeux vidéo, ne ratez pas le prochain rendez-vous jeu qui sera disponible normalement d'ici la fin de la semaine et dans lequel on va parler de nos jeux de l'année. C'est vraiment l'épisode, si vous n'écoutez pas trop les podcasts sur les jeux vidéo, c'est l'épisode de l'année à ne pas rater puisque on va vous résumer tout ce qui s'est passé et vous dire, enfin peut-être pas tout ce qui s'est passé, mais en tout cas quels jeux il faut retenir et quels jeux nous ont plu. Donc ça sera disponible dans quelques jours et c'est sur votre app de podcast, ça s'appelle le rendez-vous jeu. Et c'est ainsi que nous concluons notre épisode. J'aimerais évidemment remercier très chaleureusement l'ami Cédric Ingrand, ça rime, d'avoir été présent. C'est un plaisir, toujours. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet Sur, et ailleurs? sur @Cédric sur Twitter et puis sur LCI pour les leftos le jeudi matin, le samedi matin. Jeudi matin, c'est 6h40, 7h40. Et le samedi matin, avec les croissants, si vous êtes tombé du lit, c'est à 7h50. Ah, quand même, c'est un petit peu mieux. Mais dis-moi, pour ceux qui se disent ah quand même c'est hyper tôt, bon ça va être un petit peu compliqué. Ben, Il vous faut allez qu'ils sur sachent, lci.fr, bien sûr. vous faites une recherche et vous allez retrouver tous les replays sont là, les papiers qui vont autour et tout le reste. J'allais dire, il faut qu'ils sachent quand même que toi, tu te lèves encore plus tôt pour y être. Mais Bah oui, pour oui, c'est 4 heures quoi. écoute, Pour être au bientôt, bureau, 4h45, c'est nickel, hein. Ça, c'est une heure, les Parisiens vont comprendre de quoi je parle. À 4h40, et souvent avant d'ailleurs, vers 4h25, le périph' roule, mais c'est une beauté. C'est un truc à voir une fois dans sa vie. ce que j'allais dire, c'est que bientôt, avec ta Tesla, ça t'arrangera parce que du coup, tu pourras mettre l'autopilote sur tout le trajet sans aucun problème. Il y a personne Évidemment, d'autre. et je vais trouver comme justification le fait de déménager un peu plus loin. Donc, Parfait. Bon bah merci Cédric d'avoir été là. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Facebook. Non, pas sur Facebook. Oui, sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez m'y suivre pour avoir des photos de magnifiques couchers de soleil en Finlande et de mon fils qui est, comme on disait, le plus mignon qui soit. Et puis bien sûr. à l'exception de ma fille, mais je laisse passer. Bon, oui, on va dire que ils sont à peu près équivalents. Non, en fait, le mien est mieux. Le mien est beaucoup plus mignon. Yeah.
That's like your opinion. En fait, non, en fait, tu sais, c'est une sorte de réalité de Schrödinger où les deux sont vrais en même temps. Jusqu'à ce qu'une condition soit remplie, condition qu'on ne connaîtra jamais, mais les deux sont vrais. Donc, ta fille est le bébé le plus mignon, et mon fils aussi. Ok, je pense que ça ira. Et si vous voulez, les auditeurs qui ont des enfants, on peut partager cette réalité avec vous aussi. Donc, tout va bien. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, c'est patreon.com/rdvtech. Vous pouvez y aller et décider combien d'argent vous donnez, pour combien de temps, pour combien d'épisodes, etc. Et c'est vraiment le seul moyen de financer l'émission. Donc, il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'autre chose. Donc, si vous appréciez l'émission, sachez que c'est ça ou rien, en fait. Donc, peut-être pensez-y, faites un petit tour sur patreon.com/rdvtech. Bon, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!